Cette intervention est issue des animations que l'on donne tous les samedis soirs sur le Discord. Swan a été gentil de l'enregistrer et j'ai fait du mieux que j'ai pu pour faire un montage satisfaisant malgré les voix des gens qui intervenaient derrière. Maintenant, s'il vous plaît, soyez indulgents. Si le fond est, je trouve, très intéressant, la forme n'est pas parfaite, notamment au niveau du son. Car le boulot de Swan, ça n'est pas d'être vidéaste. Sur ce, bon visionnage. Donc moi je suis Swan Legrand, je suis ingénieur généraliste des mines de Nantes. J'ai été diplômé en 2017. Et ensuite, j'ai commencé à travailler en tant qu'ingénieur développeur, notamment sur des thématiques autour des nouvelles techno. Alors par nouvelles techno, j'entends non pas les nouvelles techno liées à l'informatique, genre pour créer des interfaces, etc., mais plutôt des problématiques qui s'approchent plus de la recherche. Donc j'ai eu l'occasion de travailler par exemple sur des problématiques de motion sickness en réalité virtuelle, et surtout sur des problématiques liées au machine learning. Je vais expliquer tout à l'heure ce qu'est le machine learning. Et sinon actuellement je suis depuis un an ingénieur en recherche et développement dans une petite start-up où on fait de la vision par ordinateur. Donc moi ma spécialité ça va être les réseaux de neurones, mais donc d'abord on va parler du machine learning dans sa globalité. Les gens connaissent plus souvent ça sous l'appellation intelligence artificielle. Le problème c'est qu'intelligence artificielle c'est un terme très très vague qui fait souvent référence à ce qu'on voit dans la science-fiction. On va penser à Terminator, tous ces trucs-là. Et au final, ça peut éloigner un peu de ce qui est réellement et concrètement ce dont on parle. L'idée, en fait, c'est juste de concevoir un système qui va être capable de résoudre une problématique donnée, sans qu'on ait explicitement à la programmer pour. Par exemple, on pourrait se dire, voilà, on aimerait bien avoir un outil qui est capable de me prédire le prix de l'essence du lendemain, d'accord? Et c'est une question qui est très très difficile à résoudre, parce qu'il y a plein de facteurs qui peuvent impacter le prix de l'essence, et on ne peut pas tout prendre en compte. L'idée c'est qu'au lieu de concevoir un truc très très compliqué, on va se dire, voilà, on va mettre toutes les données qu'on a, ce qui pourrait impacter le prix de l'essence d'une façon ou d'une autre, on va les mettre là-dedans, et puis ça sortira bien un résultat. Et ensuite, on va essayer de faire en sorte que ce résultat il soit pas trop mauvais en améliorant le système. Mais sans chercher explicitement à comprendre comment le cours de l'essence fonctionne. Par exemple, pour donner un exemple de machine learning qui serait vraiment ultra basique, on pourrait imaginer la moyenne. En fait, l'opération qui consiste à calculer une moyenne, c'est pas lié à ce que tu vas analyser. Par exemple, je vais pas changer ma façon de calculer une moyenne si je veux regarder la moyenne de l'âge des gens du serveur, de si je veux calculer la moyenne de la taille des gens du serveur. Dans tous les cas, je vais prendre toutes les valeurs, je vais les additionner et diviser par le nombre de personnes. Donc en fait, si je veux trouver un système qui est capable de me dire à chaque fois quelle est la taille d'une personne en se plantant le moins possible, la moyenne finalement c'est pas trop mauvais comme système. On sera pas complètement à côté, parce qu'on sera jamais très loin de la taille réelle de la personne. L'idée, ça va être d'essayer d'avoir des outils qui vont être capables de nous approximer comme ça des choses en fonction de paramètres. Et ensuite, la question qui se pose, c'est comment on va appliquer ça à des problèmes liés au sport, à la pratique sportive ou à la recherche dans le domaine sportif. Ce qu'il faut savoir pour répondre à cette question, c'est qu'il y a exactement deux types de problématiques auxquels peuvent répondre des réseaux de neurones artificiels. La première, ça va être la classification. En gros, je veux mettre des informations dans des cases. Par exemple, on pourrait analyser une vidéo et déterminer de quel sport il s'agit. Donc voilà, par exemple, pour avoir un système qui va repérer, le mec, il a tel maillot, il y a deux grands cadres blancs des deux côtés du terrain, c'est probablement du foot. Ou alors, le mec il est en train de pousser sur une barre avec des gros machins autour, c'est probablement de l'haltérophilie, etc. Et au contraire, tu peux aussi avoir de la régression. La régression, c'est tu vas pas essayer de mettre des choses dans des cases, mais plutôt essayer de prévoir une valeur. Par exemple, on pourrait se dire, on connaît les records précédents de tel strongman, on connaît sa taille, on connaît son poids, on connaît son âge, etc. Compte tenu de cet historique-là,
quelle sera sa performance sur la prochaine compétition. Et donc l'idée c'est d'avoir un système qui sera capable d'approximer plus ou moins finement des valeurs numériques. En l'occurrence là par exemple ça pourrait être bah voilà, à la prochaine compétition ce gars-là il a de grandes chances de réussir à dépasser les 285 kg sur tel exercice. Alors on va vite fait faire un tout petit peu de mathématiques, mais je vous ai quand même vachement éludé la partie mathématiques histoire que ce soit pas trop chiant. Juste pour voir rapidement à quoi ça ressemble à l'intérieur. En gros, qu'est-ce qu'un neurone, qu'est-ce qu'un réseau de neurones, et pourquoi ça réussit à apprendre des trucs. Déjà, ça c'est un neurone au sens biologique du terme. Alors, de quoi c'est composé? Basiquement, tu as des dendrites d'un côté. Les dendrites, c'est des petits récepteurs qui vont capter des informations qui proviennent d'autres neurones ou qui proviennent de nos différents sens par exemple. Ces petits signaux, ils vont arriver vers le neurone et fonction de l'activation électrique que tu as à l'entrée, ils vont ou non renvoyer une activation en sortie via l'axone. Donc en gros, ton neurone, tu lui envoies une information, s'il reçoit suffisamment d'impulsions, il va renvoyer une information vers d'autres neurones, et s'il y a suffisamment d'autres neurones qui parlent au neurone suivant, il va renvoyer une autre information, et en fait ça forme une chaîne comme ça. Et derrière, tu as tous les neurones qui sont connectés les uns les autres, etc. La question qu'on s'est posée, c'est visiblement ce truc-là, ça marche plutôt pas mal parce que l'être humain, il est capable de réfléchir, de raisonner, etc. Mais pourtant, tu vois, l'unité élémentaire du neurone, c'est quelque chose de très simple en fait. Ça prend une somme de signaux électriques, et si c'est supérieur à une valeur, ça renvoie un signal électrique. Donc on s'est dit, tiens, on va essayer de faire exactement la même chose, mais d'un point de vue informatique. Donc on a créé un opérateur qui s'appelle le neurone. Donc là il y a quelques petits symboles mathématiques. En gros, on va avoir des inputs. Donc en entrée des informations. I1, I2, I3, I4. Donc ça peut être des valeurs numériques comme l'âge d'une personne, ça peut être son poids, sa taille, son niveau d'activité physique, etc. On va avoir des poids. W1, W2, W3 et W4, sachant qu'il peut y avoir autant d'informations qu'on veut. Moi, ça m'arrive de faire des réseaux de neurones dans lesquels en entrée, je mets 1 million d'informations, littéralement. Derrière, tous ces paramètres vont être pondérés par les W, qui sont ce qu'on appelle les poids. En fait, plus cette valeur est grande, plus on va donner d'importance à cet input. Et derrière, ton neurone, en fait, il va juste calculer la somme des inputs pondérés par leur poids. Donc par exemple, si la personne a 23 ans et que oméga 1, enfin W1 vaut 1, que I2 c'est, je sais pas, la taille de la personne, genre 1,6 mètres, tu auras la taille de la personne fois, donc 1,6 fois W2, mettons que W2 ça vaille 2, ça te fait 3,2, plus l'âge de la personne fois 1, puisqu'on a dit que W1 est égal 1. Ce qui te fera au final une sortie qui vaudra je sais plus, j'ai pas retenu le poids que j'avais dit. Bref, peu importe. Et donc ça te calcule une sortie. Cette sortie, ça va être la sortie de ton neurone. Et en fait, il nous manque juste un tout petit détail pour arriver à la même chose qu'un neurone biologique. C'est la fonction d'activation H. En gros, le neurone, il est tout ou rien. Si vous vous souvenez de vos cours de lycée en SVT, pour ceux qui avaient SVT, normalement, vous devez savoir que le neurone, en fait, soit il reçoit un petit peu d'activation, mais pas assez, auquel cas il renvoie rien du tout, soit il reçoit suffisamment d'activation, auquel cas il renvoie un signal d'une intensité normée. Donc là, la fonction d'activation, c'est heaviside, donc soit tu retournes 1, soit tu retournes 0, en fonction de si ta sortie est positive ou négative. Faut noter que dans la vraie vie, avec les réseaux de neurones artificiels, on fait pas tout à fait comme ça. On va plutôt avoir tendance à utiliser une rampe. En fait, si tu as une activation négative, donc en dessous d'un certain seuil, tu renvoies 0, mais au-dessus d'un certain seuil, tu vas renvoyer une activité qui est proportionnelle à ce que tu as reçu en entrée. Tout simplement parce qu'on s'est aperçu que ça marchait mieux comme ça. C'est une liberté qu'on a pris par rapport aux neurones biologiques. Et donc ensuite, tous nos petits neurones, on va les répartir en couches. Donc à partir de là, on n'est plus du tout sur le même modèle que le cerveau humain ou le cerveau animal. Dans le cerveau, c'est pas du tout réparti en couches, en fait, tu as des connexions un peu dans tous les sens. Nous, là, on va les organiser comme ça par couche. Donc on a des neurones de la couche 1
qui vont communiquer uniquement avec les réseaux, avec les neurones de la couche 2, qui eux vont communiquer avec les neurones de la couche 3, etc. Et maintenant, comment on fait pour faire en sorte que ces neurones apprennent? Là, l'idée en fait, c'est que je vous ai parlé tout à l'heure des petits coefficients W1, W2, W3, W4. Tous ces petits coefficients, en fait, on va montrer au réseau un cas spécifique et ensuite on va lui donner la réponse qui était attendue. Par exemple, on pourrait avoir, mettons qu'on fasse un prédicteur de deadlift, voilà. Donc on donne à la personne, on donne au système le poids et le RPE des 3 dernières tentatives, le poids de la personne, sa taille, et puis qu'est-ce qu'on pourrait mettre d'autre qui serait intéressant, le nombre d'années de pratique. Et derrière, on essaye de demander au modèle à partir de ça de prédire quel sera le max de cette personne pour sa prochaine série. En fait, on va lui faire prédire quelque chose. Peut-être que le système va répondre, je sais pas moi, 150 kg. Et bien là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va comparer le 150 kg avec ce qui a été réellement soulevé par le bodybuilder ou par le powerlifter en l'occurrence. Et on va regarder la différence. Et en fait, on va ensuite modifier tous les petits poids, tous les paramètres qui permettaient d'obtenir la valeur finale par le réseau. Et on va donc les ajuster pour faire en sorte que la prochaine fois, le système donne une réponse qui soit plus près de la valeur réelle. Et donc c'est comme ça qu'on va entraîner le système. On va lui montrer plein de cas où on connaît la réponse, on va lui demander la réponse, et on va comparer ce que le modèle prédit à la réalité. Et ensuite il vient un petit calcul que je ne vais pas vous détailler parce que quand je l'ai fait avec mes collègues l'autre jour, ça a donné ce tableau-là en résultat. Et bien on va pouvoir en fait algorithmiquement faire converger toutes ces petites valeurs pour faire en sorte que le système devienne un système qui se trompe le moins possible sur le jeu de données énoncé. Voilà pour la théorie. Donc maintenant que vous savez à peu près à quoi ça ressemble et comment ça marche, qu'est-ce qu'on peut en faire concrètement dans le domaine du sport? En gros, j'ai remarqué quand j'ai fait mes recherches qu'il y avait vraiment 2 types d'activités dans lequel les réseaux de neurones sont vraiment intéressants dans le monde du sport. Le premier, c'est l'analyse d'images. Qu'est-ce qu'on peut faire? On va pouvoir par exemple reconnaître des actions, soit sur une image, mais plus souvent sur une vidéo. Par exemple, on peut s'amuser à essayer de se dire, voilà, l'action qui est à l'écran actuellement, qu'est-ce que c'est? Alors par exemple, ça se fait beaucoup au foot. J'ai vu 2-3 trucs sur le volley aussi, où il y avait une boîte qui voulait faire ça. L'idée, c'est qu'en gros, quand tu filmes ton match, tu sois capable de dire, voilà, à l'heure actuelle, ce qui se passe, c'est une séance de tir au but. À ce moment-là, ce qui se passe, c'est une passe. À ce moment-là, ce qui se passe, c'est telle action. Et en fait, comme ça te permet de récupérer beaucoup d'informations sur quels ont été les enchaînements d'actions qui s'est passé lors de ton match. Et donc après, tu peux analyser ton match et essayer de voir, voilà, qu'est-ce qu'on aurait pu améliorer, qu'est-ce qui s'est bien passé, etc. À l'heure actuelle, si tu veux faire ça, au volley par exemple, tu as des gens qui sont chargés d'annoter chacune des actions qui se passent lors d'un match pour ensuite pouvoir retranscrire ça pour les clubs. Je ne sais pas si ça se passe de la même façon au tennis par exemple. Jérôme, tu sauras peut-être me dire. Mais voilà, dans beaucoup de sports, chaque action en fait va être notée comme ça par une personne, un genre d'arbitrage, pour pouvoir mémoriser un peu ce qui s'est passé. Donc là, on peut le faire de manière beaucoup plus automatique. On peut aussi essayer de repérer sur, par exemple, un match de foot, où sont les joueurs, où est la balle, et derrière, en fait, avoir une reconstruction de comment sont déplacés les joueurs pendant un match, pour derrière pouvoir analyser ce qui s'est passé, analyser les déplacements de l'équipe, etc. On a aussi un champ d'action assez important dans tout ce qui est médecine, et notamment médecine du sport. Par exemple, repérer tout ce qui est blessure. Souvent, on a des problèmes à repérer certaines fractures, par exemple. On peut utiliser ce genre de technologie pour essayer de repérer sur une image où est-ce qu'il y a eu une fracture et donc soigner plus efficacement la personne. Pas passer à côté d'une blessure qu'on n'aurait pas été capable de repérer parce que le bon spécialiste n'était peut-être pas dispo au bon moment, etc. Et voilà. Est-ce que j'ai oublié des trucs sur l'analyse d'image?
Oui, si. Tu as aussi tout ce qui va tourner autour de l'analyse du mouvement. On va pas pouvoir déterminer si un mouvement est bon ou pas bon. Parce que le fait qu'un mouvement soit bon ou pas bon, c'est quelque chose d'assez subjectif. Donc ça, tu vas pas avoir grand chose là-dessus. Par contre, tu peux améliorer la qualité de tracking, par exemple. En fait, le tracking, c'est souvent assez chiant, ça nécessite de porter, par exemple, des combinaisons avec des boules réfléchissantes, ce qui n'est pas forcément toujours compatible avec l'activité sportive. Parce que tes petites boules, ça peut être un peu gênant quand tu bouges, derrière, tu peux les casser si tu fais pas gaffe, enfin voilà. Tu vas pas faire un match de boxe avec ça, par exemple. Là où, au contraire, si tu es capable de repérer automatiquement où est la main du mec, où est le coude du mec, etc., tu peux reconstruire en fait la personne en 3D et analyser derrière le mouvement qu'il a produit. Et ce, sans avoir aucun ustensile autour de toi. En fait, ce qu'on aime bien faire, sinon, avec tout ce qui est machine learning, c'est approximer des trucs. Et ça, en sport, en fait, c'est là où on va avoir le plus d'applications vraiment directes du machine learning. Actuellement, c'est encore à l'état d'études, il n'y a pas grand-chose de vraiment concret sur des gros échantillons qui sont vraiment sortis. Mais c'est aussi le genre de truc où tu vas avoir beaucoup de marques qui vont garder un peu ça secret pour sortir leur version de l'algo. Donc typiquement, ça va être les vendeurs de montres, par exemple, qui vont travailler sur ce genre de problématique. L'idée, c'est de se dire que dans le monde du sport, il y a pas mal de valeurs qu'on va chercher à déterminer, mais qui ne sont pas faciles à déterminer, mais qu'on peut approximer de plusieurs façons. Par exemple, on a la VO2 max. Pour calculer sa VO2 max, il y a plusieurs méthodes, mais il n'y en a pas beaucoup qui soient réellement fiables et qui donnent une vraie valeur. En général, ce qu'on va faire, c'est qu'on va te soumettre un exercice, et derrière, tu vas avoir une analyse sanguine sur toute la durée de l'exercice pour voir comment évolue tout un tas de paramètres que je ne connais pas du tout. Et donc, derrière, déterminer une valeur qui sera à peu près fiable. Et derrière, tu as tout un tas d'autres méthodes qui vont te donner des approximations plus ou moins justes de ta VO2 max. Pareil pour le RPE. Le RPE, donc, tout le monde sait, j'imagine, ce qu'est le RPE ici. Je pense pas que ce soit nécessaire de le rappeler. Le RPE, c'est quelque chose qu'on va ressentir à l'instinct. Le problème, c'est qu'en général, quand tu atteins ton RPE 10, entre guillemets, par erreur, tu l'as atteint et c'est trop tard. Ça veut dire que tu vas être fatigué plus que nécessaire sur ton exercice. Et donc c'est pas quelque chose qui sera évident de prévoir. Notamment parce que il va même pas dépendre uniquement de ton exercice. Pour le même exercice donné, dans les mêmes conditions, tu peux un jour être un peu plus fatigué et arriver RPE 9 et un autre jour tu aurais fait un RPE 7 sur exactement les mêmes charges avec le même nombre de répétitions. Donc concrètement, ton RPE il va être assez dur à prévoir à l'avance, mais assez facile à déterminer une fois que tu as effectué ton exercice. Un autre truc aussi sur lequel on galère pas mal, c'est la consommation énergétique lors de l'activité physique. Ça, à ce niveau-là, le seul moyen d'avoir une vague idée de la consommation énergétique quand tu fais de la course à pied, par exemple, ça va être de te mettre un masque qui analyse les échanges gazeux, pour essayer de déterminer la consommation énergétique en termes d'oxygène, et derrière, espérer que ton effort il soit uniquement aérobie, et donc la quantité d'oxygène que tu vas avoir consommé correspond pile poil à la quantité d'énergie que tu auras produit, vu qu'elle aura servi plus ou moins qu'à ça. Sauf que ça, moi si je veux savoir combien de calories j'ai cramé pendant mon footing, je vais pas forcément avoir tout le matériel nécessaire pour calculer la quantité d'oxygène que j'ai respiré. Et donc l'idée c'est, est-ce que on pourrait pas en fait prendre plein de paramètres qui vont être corrélés à ces différentes valeurs, voir un peu comment ça évolue quand on les fait fluctuer, et derrière s'en servir pour faire des règles qui vont approximer ceci de manière un peu plus complexe que ce qu'on a à l'heure actuelle. Donc en fait, actuellement, on a tout un tas de petites formules. Je pense par exemple pour le métabolisme basal, on a Black et Hall qui fonctionnent plutôt pas trop mal en général. On peut souvent approximer la VO2 max en se disant que c'est 3,5 fois la VMA. Bon après tu me diras, faut approximer la VMA, donc c'est pas forcément
c'est pas forcément incroyable. La VMA, souvent, on peut la calculer en se disant que c'est la distance maximale que tu peux courir en 6 minutes, divisé par 100. Mais là, c'est-à-dire qu'on commence à faire des approximations d'approximations, c'est pas forcément incroyable. L'idée, en fait, derrière le machine learning, ça va être de se dire, voilà, on va dans un premier temps calculer les valeurs exactes. Donc par exemple, pour reprendre l'histoire de la consommation énergétique lors d'un footing, on pourrait se dire, voilà, on va prendre tout un tas de critères qui nous paraissent être plus ou moins liés à cette problématique. Donc l'âge de la personne, on pourrait prendre la durée de sa course, la vitesse à laquelle il court. On pourrait peut-être prendre aussi sa VMA, puisque forcément un mec qui va courir à 18 km/h, s'il a une VMA à 18, ça va pas être la même que celui qui court à 18 km/h avec une VMA à 12. Il y en a un qui va cramer peut-être un peu plus d'énergie. On pourrait prendre tout un tas de paramètres comme ça, un peu au pif en fait, on s'en fout que ce soit réellement des bons paramètres ou des paramètres qui n'ont aucun sens. Et on va lancer l'entraînement sur une base de données. Donc on va réunir une base de données où on a des mecs qui ont couru avec des âges différents, sur des vitesses différentes, avec des VMA différentes, pendant des temps différents, et pour lesquels on va avoir calculé la dépense énergétique exacte avec tout le matériel qui va bien. Et l'idée, ça va être de, comme ça, concevoir un réseau de neurones qui va être capable, à terme, d'apprendre à déterminer la consommation énergétique en fonction de tous ces paramètres-là. Et donc, comme ça, on aura un approximateur qui va nous permettre d'approximer une valeur qui est difficile à mesurer sur le terrain, à partir d'éléments qui sont faciles à approximer sur le terrain. Ce qu'il faut voir à ce niveau-là, c'est que c'est pas parce qu'on a une base de données avec 2-3 trucs que ça va marcher direct. C'est le genre de truc où il y a pas mal d'écueils dans lesquels on peut tomber. Pourquoi ça peut être compliqué à mettre en place? Donc déjà, il faut une base de données importante. En fait, si tu n'as pas assez de données dans ta base de données, le modèle il va faire ce qu'on appelle du surapprentissage. Imaginons que tu t'entraînes, tu lui donnes ton âge, ton poids, ta taille, machin, et en fait, vu que tu stagnes un peu en ce moment, et que tu essaies de lui faire prédire ton RPE sur du bench, et que en fait, tes séances, tu les fais toujours en mode je vais arriver RPE 8 et je m'arrête RPE 8, en fait, il sait que toutes tes séances, tu vas les faire RPE 8. Donc lui, il va même plus tenir compte des paramètres que tu lui files, il va juste partir du principe que il faut qu'il réponde 8 parce que tu fais grosso modo toujours du RPE 8. C'est pour ça qu'il est important en fait d'avoir une base de données initiale qui soit suffisamment grande et suffisamment variée avec plein de fourchettes de répétition, plein de RPE différents, etc. Ensuite, il va te falloir pas mal de puissance de calcul parce que mine de rien, ton réseau de neurones, il va nécessiter un paquet de combinaisons en termes de calcul. Puisqu'en fait, chaque neurone, ça va être un sommateur, et tu vas ensuite sommer les sommes de sommes, etc. Ce qui fait que ça peut rapidement être un peu gourmand en ressources. C'est pour ça que pour l'instant, tant que ça reste sur des petites montres, tu vas avoir un peu de mal à faire ces calculs. Par contre, imaginez que à partir de l'historique que te sort ta montre, derrière sur le serveur de Garmin par exemple, tu puisses avoir un réseau qui tourne sur eux, leur infrastructure, et qui essaye de t'approximer ton RPE a posteriori, ça pourrait s'imaginer, tu vois. Aussi un autre truc qui peut être gênant, c'est est-ce que tu es capable d'obtenir l'information que tu veux prédire facilement et de manière fiable. Une des raisons qui vont nous empêcher d'avoir vraiment des algos qui vont tourner de manière extrêmement fiable, c'est que concrètement, si tu veux par exemple entraîner un système à déterminer ton body fat à partir de différentes mesures, on pourrait imaginer un système dans lequel tu vas intégrer, je sais pas moi, ton âge, ton poids, ton tour de poignet, l'impédance entre tes deux pieds, l'impédance entre tes pieds et tes mains, l'impédance entre tes deux mains, qu'est-ce qu'on pourrait imaginer d'autre? Enfin tout un tas de mesures comme ça. À partir de toutes ces mesures, on va essayer d'approximer ton body fat. Le truc, c'est qu'on peut pas connaître réellement ton body fat. Enfin, genre, il faudrait te disséquer et regarder quelle est exactement la quantité de graisse, la quantité de muscle, la quantité de tout le reste, quoi. Et donc, en fait, vu qu'on n'aura jamais réellement ton body fat exact, tu auras toujours cette incertitude-là qui va fausser un peu le modèle. Ce qui fait que tu pourras jamais avoir une performance absolue sur ce type de calcul. C'est le même problème que tu vas retrouver avec la VMA.
La VMA, à ma connaissance, on n'a pas de méthode qui permette de la calculer de manière exacte. On peut juste mesurer en fait des indicateurs qui vont être valables en fonction de ton état de forme, en fonction de si tu as bien dormi la veille, si tu as bien mangé avant de venir, etc. Mais ce ne sera pas une mesure exacte de ta VMA. Ce qui veut dire que tu vas entraîner un modèle à estimer un truc qui lui-même n'est pas une valeur exacte. L'idée, imaginons que tu as réussi à valider toutes les conditions énoncées précédemment, tu auras un super système qui va à peu près marcher, très bien. La question qui se pose, c'est, ça marchera peut-être pour la moyenne des gens, mais est-ce que ça marchera spécifiquement pour toi? Parce que finalement, si le machin, il estime, je sais pas, la consommation énergétique de telle ou telle personne en moyenne, mais qu'il n'est pas capable de déterminer ta consommation énergétique personnelle, bah ça te fait une belle jambe. Si toi, tu as un métabolisme qui est particulièrement rapide ou particulièrement lent, ça te servira strictement à rien. Et c'est là qu'en fait, on peut avoir des petites astuces de personnalisation. En fait, c'est ce qu'on appelle du fine-tuning ou du transfer learning, même suivant le cas spécifique d'utilisation en machine learning. L'idée, c'est qu'on va entraîner un système sur une base de données un peu générique. En gros, on va prendre plein de gens, on va voir comment ça marche pour plein de gens. On va créer un réseau de neurones qui est capable de faire en sorte de se tromper le moins possible pour plein de gens. Et une fois qu'on aura ce premier réseau de neurones là qui marche pas trop mal, on va le réentraîner pour faire en sorte de qui se trompe jamais sur ta consommation à toi. Par contre, ça nécessite d'avoir été capable de déterminer ta consommation énergétique en fonction de pas mal de paramètres différents, enfin un genre d'étalonnage si tu veux, sur une durée assez importante. Et ça c'est compliqué parce qu'on n'a pas tout ce matériel pour pouvoir faire cet étalonnage, quoi. Et derrière tu rentraînes ton système sur tes données à toi, et là bah en fait il sera beaucoup plus personnalisé et on peut gratter comme ça des pourcentages de performance. Bon bah franchement Swan, merci beaucoup pour ta présentation, c'était vachement intéressant. Et c'est un sujet que je vais pouvoir parler avec d'autres gens. Merci beaucoup. Ouais. Et bah si vous avez d'autres questions qui vous viennent un jour, n'hésitez pas. J'espère que cette vidéo t'aura plu, que tu auras appris un ou deux trucs. N'hésite pas à liker, partager, t'abonner, aller voir mon Insta où je partage des trucs que je pense cool, ou venir sur le Discord justement. Tu peux aussi rejoindre la chaîne et pour 2 € par mois avoir accès à une tonne de contenu exclusif. Environ une moyenne de 25 à 28 vidéos par mois. Je me fous pas de toi. Et sur ce, prends soin de toi et à la prochaine.